Mon Dieu, comme vous êtes français! J'ai commencé à me sentir martiniquais en 50. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis mis à fréquenter des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Africains. Et souvent, je me faisais aborder par un Algérien qui me parlait en arabe et qui se vexait quand je lui disais que je ne parle pas l'arabe, je parle le français, je suis martiniquais. Nous avons commencé à comprendre ce que c'était le colonialisme et à nous considérer nous aussi comme une colonie. Le principal d'une lutte anticolonialiste se situe dans le territoire du pays dépendant. On a décidé de m'envoyer structurer l'OJAM qui venait d'être créé. On avait déjà notre idée, l'idée militaire, on voulait faire quelque chose, faire taire les autorités. Nous sommes partis dans un camp d'entraînement au Maroc. Nous étions formés pour être opérationnels en Martinique et en Guadeloupe. L'enjeu pour le gouvernement, c'est d'empêcher une contagion algérienne et une félagalisation des Antilles. 18 jeunes Martiniquais accusés de menées autonomistes. Nous faisons à ce moment-là de l'agitation politique, de la vraie. On a choisi une action révolutionnaire, on va en prison. Comme beaucoup de grands. Il faut toujours avoir des modèles, Ben Bella, Fidel Castro. Le marronnage sera le nom donné à la fuite d'un esclave hors de la propriété de son maître aux Antilles à l'époque coloniale. Le devoir de tout révolutionnaire est de faire la révolution. Ça, c'était la maxime de l'OJAM. L'OJAM est une histoire de marronnage. La revendication indépendantiste à l'époque est interdite, parce qu'elle est évidemment punie pour séparatisme. Donc le dernier recours pour eux, c'est en effet d'afficher en 62, donc, ce slogan sur tous les murs des bâtiments publics, même les églises de la Martinique. Alors, c'est un acte de résistance fort. Le 1er mars, les gendarmes viennent chez moi pour m'arrêter. Ils se mettent à perquisitionner. Ce qu'ils recherchent, c'est des documents pour étayer la thèse du complot. La seule chose qu'ils découvrent, et qui ne leur fait pas plaisir, c'est quelques lignes d'un ouvrage d'Aimé Césaire que j'avais écrit sur une feuille de papier. On peut assassiner en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, sévir aux Antilles. Mais les colonisés ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs maîtres provisoires mentent, donc que leurs maîtres sont faibles. Il y a un procès de forme qui dit à ces jeunes gens, attention, on va vous punir un petit peu, mais surtout, il ne faudra pas recommencer. C'est un avertissement, c'est un procès d'avertissement. Mais en même temps, je crois que c'est, comment dire, cette histoire et ce procès ont fait réfléchir le gouvernement de Gaulle. Parce que qu'est-ce qui se passe après ? Le gouvernement va mettre en place, à partir des années 65-66, non plus la politique d'assimilation qui était en place depuis le vote de la loi de départementalisation de 1946, mais le gouvernement va installer une politique d'intégration. C'est-à-dire qu'il va pousser au développement du logement, au développement économique, au développement du secteur tertiaire, au développement des fonctionnaires, au développement des hôpitaux. Donc il va apporter finalement, dans cette politique d'intégration, une départementalisation encore plus forte. Le pouvoir économique aux Antilles, qui l'a ? À part les blancs créoles, les béquets, ce sont les fonctionnaires qui touchent 40% de plus que le fonctionnaire français. 40% de vie chère. C'est cette partie de la société qui a le pouvoir d'achat. Et cette partie de la société est totalement dépendante de la politique gouvernementale. Donc, de la politique d'assimilation, on va passer à une politique d'intégration qui va atténuer au fur et à mesure les revendications indépendantistes qu'aurait pu avoir le peuple que ces jeunes jojamistes cherchent à convaincre. Parce que finalement, c'est une poignée de jeunes gens.
Et les gens qu'ils vont toucher, le nombre de personnes qu'ils vont toucher pendant leur action clandestine est assez peu important, même si ça paraît énorme pour eux. J'arrive à Paris en 1956. La vie des étudiants antillais-guyanais à Paris était très complexe, très difficile, très compliqué. Il y avait le problème de logement, il y avait le problème de bourse ou de prêts qui arrivaient toujours en retard. C'était par conséquent une nécessité de se retrouver et pour mener un combat. Notre rencontre à Paris avec les autres étudiants coloniaux, que ce soit les étudiants africains, que ce soit les étudiants malgaches, que ce soit les étudiants nord-africains, est aussi une découverte pour nous. Dans notre île de Guadeloupe, on n'a une seule vision, une seule image en tête, c'est ce qu'on a lu dans les livres, et c'est la France. Le problème de l'Algérie a violemment opposé les étudiants. Différentes réunions qui se sont déroulées dans quelques grandes villes de France ont débordé leur caractère de simple manifestation. À Lyon et surtout à Paris, des contre-manifestants obligèrent la police à intervenir. Au quartier latin, 3000 gendarmes et gardiens de la paix se sont heurtés à 15 000 étudiants de toutes tendances. En France, à ce moment-là, dans les années 60, ça explose. Et c'est cette explosion-là, c'est le contact avec cette explosion-là qui fait que la conscience nationale naît chez les étudiants martiniquais, guadeloupéens et guyanais. Et c'est à ce moment-là que la conscience nationale prend forme. Elle prend forme quand on n'est plus dans le territoire. Et donc il s'agit évidemment de la ramener dans le territoire. Nous sortons sur Badrol, pour la première fois, ce slogan de la Martinique aux Martiniquais. Ce slogan apparaît 5 mois avant les affiches. Nous agissons en tant qu'étudiants. On avait décidé que, vu l'atmosphère de répression qui existait à la Martinique, qu'il fallait être très discret. Il ne fallait pas faire des réunions ostentatoires, des meetings, etc. Enfin, c'était un rêve, puisque la réunion constitutive de l'OJAM a eu lieu à la Maison des syndicats, avec la bénédiction du secrétaire général de la CGT, M, qui était Walter Guiteau, lui-même membre du Parti communiste. De ma vie, je n'étais jamais allée distribuer des tracts sur un marché. Bon, on arrive, on distribue un tract. Et moi, c'est un souvenir extraordinaire. Je donne un tract à une dame, une marchande, qui est là, qui me dit « Mais Doudou, ça qu'il y a dedans ?» puisqu'elle ne sait pas lire. Et tout ça. Et là, il faut expliquer le tract. Et c'est là la déconvenue, parce qu'il ne suffit pas d'un tract avec des déclarations, le temps des libertés, je ne sais pas où quoi est venu, l'impérialisme, tout ce qu'on veut. Ça ne passe pas. Là, il faut expliquer, il faut discuter avec les gens. Le problème ne se posait pas du tout dans les termes qu'on croyait à Paris. Et donc, j'ai fait savoir au front que, bon, il faudra plus s'engager vers une longue lutte de formation, de sensibilisation, que pour croire que un soulèvement pouvait faire avancer les choses, d'ailleurs. Bon, ça faisait 10 ans que je n'étais pas venu à la Martinique. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était un peu petit, quoi, pour se manifester de manière sérieuse. En plus, la population n'était absolument pas à 1000 lieues de penser, quoi, à même une autonomie, voire une indépendance. Dans le territoire, il n'y a pas de problème particulier, même s'il y a des problèmes fondamentaux. Mais il n'y a pas de problème particulier qui fait que tout d'un coup on réfléchit, qui fait tout d'un coup on se motive politiquement ou socialement ou économiquement. Au rythme actuel des naissances, la population des Antilles françaises a doublé en 20 ans. Déjà, 60% des habitants sont des enfants ou des adolescents. Les 22 000 enfants de Fort-de-France fréquentent régulièrement les écoles de la ville, encore en nombre insuffisant. Plus de 40 élèves en moyenne par classe. 65% de ces enfants passent en 6e et 40% terminent le secondaire pour s'orienter invariablement vers la médecine ou le droit. La moitié de la population actuelle n'a pas 20 ans. D'ici à 1965, il faudra créer de 10 à 15 000 emplois nouveaux. Cela revient à dire qu'il ne suffit plus aux Antilles de remédier aux difficultés du présent, mais aussi de penser l'avenir. Si on ne fait pas le retour en arrière, si on ne fait pas le parcours historique pour comprendre comment on s'est construit, quelles sont nos responsabilités, quelles sont les responsabilités de l'autre, quelles sont
peut-être les occasions ou les moments que l'on n'a pas saisis, ou peut-être les moments qui nous ont échappé, ou les moments qu'on nous a enlevés dans le temps, on ne peut pas comprendre la situation qu'on vit aujourd'hui. On ne peut pas non plus comprendre notre déconstruction. Je pense qu'on est des êtres assez déconstruits, finalement. Et pour se rassembler, pour se reconstruire, pour remettre en place les pièces du puzzle humain que nous sommes, et qui ne rentrent pas toujours facilement, il faut qu'on connaisse et qu'on comprenne notre histoire. Et cette histoire, il faut que ce soit nous-mêmes qui l'écrivions, parce qu'elle a toujours été écrite par l'autre, de son point de vue. Et c'est pourquoi, non seulement au point de vue du devoir, mais au point de vue de la raison, tout jeune Français, toute jeune Française doit comprendre aujourd'hui que son avenir, c'est tout simplement celui de la France.